Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque une rupture profonde avec son premier mandat et ouvre une période particulièrement déterminante pour les institutions américaines comme pour l'équilibre politique du pays. Cette nouvelle séquence du pouvoir s'inscrit dans un contexte de transformation rapide, où les choix opérés par l'exécutif ont des conséquences structurelles durables. Un an après son retour aux affaires, le constat qui s'impose est celui d'un exercice du pouvoir beaucoup plus affirmé, plus centralisé et souvent plus brutal dans ses méthodes que lors de son premier passage à la présidence. Pour comprendre la portée de cette évolution, il faut s'arrêter sur deux lectures complémentaires d'un qui permet d'éclairer la situation actuelle. La première concerne l'état des institutions américaines et de leur rôle sur la scène nationale et internationale. Depuis plusieurs décennies, les États-Unis ont construit et soutenu un ensemble d'institutions, qu'il s'agisse de l'Alliance atlantique, des agences fédérales, de la diplomatie multilatérale ou encore des structures d'aide internationale qui ont constitué l'ossature de leur influence mondiale. Or, au cours de l'année écoulée, nombre de ces piliers ont été affaiblis, marginalisés ou volontairement contournés. Ce processus a entraîné un recul tangible de la capacité de l'État à agir de manière cohérente et crédible, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Dans le même temps, d'autres puissances, notamment la Chine, ont poursuivi une stratégie inverse, investissant massivement dans la recherche scientifique, les technologies de pointe et la planification à long terme. Ce contraste accentue le sentiment que les États-Unis traversent une phase de recul stratégique marquée par une perte de leadership et une fragilisation de leurs institutions fondamentales. À bien des égards, cette période s'inscrit déjà comme un moment charnière de l'histoire contemporaine américaine. Mais cette lecture institutionnelle ne suffit pas à expliquer à elle seule la situation actuelle. Une autre dimension, plus sociale et politique, mérite d'être examinée avec la même attention. Elle concerne la rupture profonde entre une partie de la population américaine et les élites politiques, culturelles et médiatiques du pays. Pendant des années, de larges segments de la classe ouvrière et des classes moyennes ont eu le sentiment d'être ignorés, voire méprisés, par des décideurs déconnectés de leur réalité quotidienne. Des réformes ont été adoptées sans leur adhésion, des transformations culturelles ont été menées sans leur consentement, et certaines institutions, universités, médias, sphères intellectuelles, ont progressivement exclu des voix conservatrices du débat public. C'est dans ce contexte de ressentiment et de défiance que s'explique en partie le retour de Donald Trump au pouvoir. Son ascension ne peut être comprise uniquement comme le produit de sa personnalité ou de sa stratégie politique. Elle est aussi le symptôme d'un malaise plus profond au sein de la société américaine. Reconnaître cette réalité implique, pour une partie des élites, un examen de conscience difficile, celui de leur propre responsabilité dans la fragmentation du pays et dans la perte de confiance envers les institutions traditionnelles. Cependant, cette compréhension du phénomène ne saurait occulter les dérives préoccupantes observées depuis un an. L'un des aspects les plus inquiétants concerne l'érosion de l'état de droit. Des décisions symboliques fortes, comme la grâce accordée aux personnes impliquées dans les événements du 6 janvier, ont envoyé un message troublant sur la manière dont la loi est appliquée. Dans le même temps, l'appareil judiciaire semble de plus en plus instrumentalisé à des fins politiques. Les attaques répétées contre des adversaires désignés, l'utilisation du ministère de la Justice comme levier partisan et la remise en cause publique de procédures judiciaires alimentent le sentiment que la justice n'est plus perçue comme indépendante. Les déclarations publiques du président, notamment sur les réseaux sociaux, participent à cette dynamique. En orientant l'attention vers certaines cibles, en suggérant des lectures partisanes de dossiers sensibles et en contestant la légitimité de toute critique, le pouvoir exécutif brouille les repères fondamentaux de l'état de droit. Le fait que des responsables clés, au sein du ministère de la Justice ou du FBI, semblent s'inscrire dans cette logique renforce les inquiétudes quant à l'équilibre institutionnel du pays. Pour de nombreux observateurs, y compris d'anciens praticiens du droit, cette évolution marque une rupture profonde avec les principes qui fondent la démocratie américaine. La loi n'est plus perçue comme un cadre impartial s'appliquant à tous, mais comme un instrument au service d'intérêts politiques immédiats. C'est cette transformation, lente mais visible, qui inquiète le plus. Non pas un événement isolé, mais l'installation progressive d'un nouveau rapport au pouvoir, où les contre-pouvoirs s'affaiblissent et où la confiance collective s'érode. Ainsi, le premier bilan de ce nouveau mandat ne se résume pas à une simple alternance politique. Il révèle une recomposition profonde du paysage institutionnel américain, marqué à la fois par un affaiblissement de l'ordre établi, une polarisation accrue de la société et une remise en cause des principes qui ont longtemps structuré
la démocratie américaine. Un autre fil conducteur traverse l'ensemble de ces évolutions, un fil souvent moins explicitement nommé, mais profondément structurant, celui de la question raciale, culturelle et identitaire. Que l'on parle des politiques migratoires, de la transformation de l'appareil fédéral ou des purges administratives menées au sein de certaines institutions, un même schéma se dessine. Il repose sur une vision du pays où l'appartenance nationale semble de plus en plus définie par des critères ethniques, culturels ou religieux. Les populations noires, latino-américaines, musulmanes ou issues de l'immigration sont régulièrement désignées comme des menaces potentielles, tandis que d'autres groupes, perçus comme plus conformes à une identité nationale idéalisée, bénéficient d'un accueil nettement plus favorable. Ce contraste apparaît de manière particulièrement frappante dans la manière dont certaines politiques migratoires sont formulées et justifiées. D'un côté, l'ouverture affichée envers des populations présentées comme culturellement compatibles, notamment blanches et chrétiennes. De l'autre, la stigmatisation de pays entiers, décrits comme dangereux ou indésirables. Cette logique révèle bien plus qu'une simple orientation politique. Elle traduit l'émergence d'une vision du pays fondée sur un nationalisme identitaire où la notion de citoyenneté se confond de plus en plus avec des critères ethniques et religieux. Pour beaucoup d'observateurs, cette évolution marque l'installation, au cœur même de l'État fédéral, d'un nationalisme blanc assumé, phénomène qu'ils n'auraient jamais imaginé voir s'imposer aussi ouvertement au cours de leur vie. Pourtant, cette trajectoire n'est pas une surprise, elle s'inscrit dans la continuité des promesses formulées bien avant l'accession au pouvoir. Le discours de campagne annonçait clairement une politique de confrontation, de revanche et de restauration d'un ordre perçu comme menacé. Les slogans, les rassemblements, les prises de parole publiques dessinaient déjà les contours d'un projet fondé sur la désignation d'ennemis intérieurs et la promesse de représailles symboliques. Ce qui se déploie aujourd'hui n'est donc pas une rupture inattendue, mais l'aboutissement logique d'un discours assumé depuis le départ. La question centrale devient alors la suivante. Comment une société en arrive-t-elle à produire et à soutenir un tel projet politique? La réponse renvoie à des dynamiques sociales profondes, bien antérieures aux événements récents. Les inégalités éducatives, par exemple, jouent un rôle déterminant. Dans de larges portions du pays, les personnes n'ayant pas poursuivi d'études supérieures connaissent une espérance de vie plus courte, une plus grande précarité économique, une instabilité familiale accrue et un accès limité aux ressources culturelles et civiques. Ces fractures ne sont pas nouvelles, mais elles se sont creusées au fil des décennies. Peu à peu, un système de reproduction sociale s'est mis en place, où la réussite dépend de plus en plus du milieu d'origine. L'idée même d'ascension sociale, longtemps au cœur du récit américain, s'est affaiblie. Lorsqu'une société envoie le message implicite que certains enfants, dès leur plus jeune âge, n'auront jamais les mêmes chances que d'autres, elle prépare le terrain à une colère profonde et durable. Cette colère, lorsqu'elle n'est ni entendue ni canalisée, finit par se traduire politiquement. Elle cherche des responsables, des figures à blâmer, des récits simples pour expliquer des réalités complexes. Ce phénomène dépasse largement les frontières des États-Unis. On l'observe sous des formes différentes en Europe, en Amérique latine et dans plusieurs régions du monde. Partout, la mondialisation et la révolution numérique ont créé de nouvelles élites très éduquées et hautement mobiles, tandis que d'autres segments de la population se sont sentis laissés pour compte. Comme lors de la révolution industrielle au XIXe siècle, les sociétés ont peiné à adapter leurs institutions à une transformation économique et technologique d'une ampleur comparable. Le retard dans cette adaptation a nourri frustration, ressentiment et repli identitaire. Dans cette perspective, la période actuelle peut être comprise comme une phase de rupture profonde, mais aussi comme un moment potentiellement fondateur. L'histoire montre que les sociétés traversent souvent des crises majeures avant de se réinventer. Ces périodes sont douloureuses, marquées par des tensions, des excès et des fractures, mais elles peuvent aussi ouvrir la voie à des réformes durables si un effort collectif de lucidité et de responsabilité est engagé. La question essentielle devient alors celle de la réparation. Qui portera ce travail de reconstruction? Quels acteurs seront capables de restaurer la confiance, de retisser le lien social et de proposer un projet commun crédible? L'expérience montre que ces périodes de redressement ne reposent jamais sur un individu seul, mais sur un ensemble d'acteurs, institutions, mouvements civiques, citoyens engagés, capables de tirer les leçons du passé. C'est dans cette capacité à reconnaître les erreurs,
à affronter les causes profondes des fractures et à imaginer de nouvelles voies que réside la possibilité d'un renouveau démocratique durable. Après la guerre de sécession, les États-Unis avaient engagé un vaste processus de reconstruction, avec l'ambition affichée de réparer les blessures du conflit et d'intégrer pleinement les anciens esclaves dans la vie civique, politique et économique du pays. Cette période portait l'espoir d'un nouveau départ, fondé sur l'égalité des droits et la promesse d'une citoyenneté partagée. Mais cet élan a rapidement été brisé. À cette tentative de réparation a succédé une réaction brutale. L'instauration des lois ségrégationnistes, la mise en place du système Jim Crow et la réaffirmation d'un ordre social fondé sur l'exclusion. Plutôt que de construire un projet collectif capable d'élever l'ensemble de la population, une partie du pays a choisi la voie du ressentiment, en persuadant certains groupes que leurs difficultés venaient de ceux à qui l'on tentait d'accorder justice et reconnaissance. Ce mécanisme, profondément enraciné dans l'histoire américaine, trouve aujourd'hui un écho troublant. Le discours politique contemporain repose largement sur cette même logique de désignation de boucs émissaires. Au lieu de proposer des solutions structurelles aux inégalités économiques et sociales, il alimente l'idée que certains groupes, immigrés, minorités raciales ou religieuses, seraient des responsables du déclassement d'autres catégories de la population. Ce récit, qui oppose artificiellement les citoyens les uns aux autres, détourne l'attention des véritables causes des fractures sociales et renforce un sentiment d'injustice fondé sur la peur et la concurrence identitaire. Dans ce contexte, le rôle des institutions apparaît déterminant, car ces dynamiques ne peuvent prospérer sans un cadre institutionnel qui les tolère, voire les facilite. L'un des éléments les plus préoccupants de la période récente réside précisément dans l'attitude des plus hautes instances du pouvoir, en particulier du système judiciaire. Le fait que certaines décisions majeures aient été autorisées, voire entérinées, avant même que leur constitutionnalité ne soit pleinement examinée, marque une rupture profonde avec les principes fondamentaux de l'état de droit. Les décisions prises dans l'urgence, par le biais de procédures exceptionnelles, ont permis à des politiques lourdes de conséquences de s'appliquer avant tout débats juridiques approfondis, rendant les dommages parfois irréversibles. On en voit les effets concrets dans le démantèlement de certaines institutions clés, dans des politiques migratoires appliquées sans garde-fou, ou encore dans des expulsions vers des pays avec lesquels les personnes concernées n'ont parfois aucun lien réel. Lorsque l'autorité judiciaire, censée jouer un rôle de contrepoids, apparaît comme un simple instrument validant l'action du pouvoir exécutif, c'est l'équilibre même du système démocratique qui vacille. Face à cette situation, une question centrale se pose. Pourquoi la résistance collective semble-t-elle si limitée? Pourquoi les contre-pouvoirs traditionnels paraissent-ils affaiblis, voire paralysés? La réponse tient en partie à l'érosion progressive des structures civiques capables d'organiser une opposition cohérente. Historiquement, les grandes périodes de transformation sociale ont été portées par des réseaux solides. Syndicats, associations, institutions religieuses, organisations étudiantes, mouvements citoyens. Ce sont ces structures qui, à d'autres époques, ont permis de canaliser l'indignation, de la transformer en action collective et de peser sur le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nombre de ces institutions sont fragilisées, fragmentées ou intimidées. Beaucoup hésitent à s'exprimer, de peur de représailles économiques, juridiques ou politiques. Cette peur diffuse crée un climat dans lequel l'inaction devient la norme, non par indifférence, mais par crainte. À cela s'ajoute une dégradation plus profonde encore, l'érosion des normes morales partagées. Lorsque le langage public se brutalise, lorsque les attaques personnelles, les propos discriminatoires ou les mensonges assumés deviennent monnaie courante, il devient de plus en plus difficile de défendre des principes communs sans être marginalisé. Pourtant, l'histoire montre que ce type de crise n'est pas inédit. Les États-Unis ont déjà traversé des périodes de grandes tensions morales et politiques. À la fin du XIXe siècle, puis au début du XXe, des mouvements civiques puissants ont émergé pour répondre aux excès de l'industrialisation et aux inégalités qu'elle avait engendrées. Ces moments de rupture ont été suivis de phases de reconstruction, portées par une mobilisation collective et un renouveau du sens civique. Ce sont ces dynamiques que beaucoup espèrent voir renaître aujourd'hui. La question n'est donc pas de savoir si une sortie de crise est possible, mais quand et sous quelle forme elle émergera. Elle dépendra de la capacité de la société à retrouver un socle commun de valeurs, à reconstruire des institutions crédibles et à redonner un sens à l'engagement collectif. Le défi est immense, mais l'histoire montre que les périodes les plus sombres peuvent aussi être le prélude à des renaissances profondes.
C'est dans cette tension entre rupture et reconstruction que se joue, une fois encore, l'avenir démocratique du pays.